Code pénal ordinaire, livre second. Pour Madame Angelani Wakazadi Nicole, avoir par quelque moyen que ce soit incité un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, en l'occurrence avoir à Likasi, ville de Sénon, dans la province du Haut-Katanga, République démocratique du Congo, en date du 24 avril 2025, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, par sa réquisition forcée et sa réquisition de force de l'ordre datée du 8 avril 2025, inciter le commissaire supérieur principal Lofimbo Lomboto Sylvain de mettre à sa disposition les éléments LENI pour l'accompagner et l'assister à l'exécution d'une décision de justice dont l'exécution fut suspendue par les ministres de Justice, par le ministre d'État, ministre de la Justice, et par le président du tribunal de grande instance et de l'ICAS, fait prévu et puni par l'article 88 du Code pénal militaire. Avoir comme auteur, co-auteur ou complice, selon l'un des mots légaux des partisans criminels prévus par les articles 5 et 6 du Code pénal militaire et 21 à 23 du Code pénal livre 1er, volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, en l'occurrence, avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, comme auteur, co-auteur. C'était le vol, non? C'était le vol, oui, le vol. On reprend pour Dame Nicole, avoir comme auteur complice selon les modes de passion criminelle prévus par les articles 5 et 6 du Code pénal militaire et les articles 21 à 23 du Code pénal livre second, soustrait frauduleusement un bien appartenant à autrui. En l'occurrence, avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, comme co-auteur, plus précisément, par participation, par coopération directe à l'exécution de l'infraction, soustrait frauduleusement des produits minéralogiques finis, composés de disoxyde de cobalt appartenant à la société Chitourmani Corporation, avec cette circonstance que ce vol a été opéré après avoir cassé, détruit les dispositifs sécuritaires, caméras, cadenas, portes du bureau et barrières. Fait prévu et puni par l'article 81 du Code pénal ordinaire, livre second. Vu la décision prise par l'auditeur militaire supérieur de Kinshasa-Gombe en date du 17 juin 2025, renvoie les prévenus devant la Cour pour y être jugés. Vu l'ordonnance prise par le premier président de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe en date du 26 juin 2025, fixant la cause au 7 juillet 2025 à 9h, vu le procès verbal de tirage au sort des membres assesseurs de la composition du siège daté du 24 février 2025, vu la prestation des serments des 10 membres non revêtus la qualité de magistrat pour la session en cours, vu les citations à comparaître à l'audience publique du 7 juillet 2025, établie en date du 27 juin 2025, et notifiée aux prévenus à la même date par les exploits de l'adjudant-chef Azouyanga Bakobe André, huissier de justice, et y parlant à eux-mêmes, vu la constitution de la partie civile, vu l'ordonnance prise par le premier président de la Cour en date du 7 juillet 2025, renvoyant la cause au 14 juillet 2025 au motif lié à l'irrégularité de la composition. Vu l'appel à cause à l'audience publique de ce lundi 14 juillet 2025, à laquelle les prévenus comparaissent en personne assistée de leurs conseils respectifs, Maître Erickson Katumba,
avocat au barreau de l'Équateur, conjointement avec Maître Lonkangue, avocat au barreau de Kinshasa Matete, pour les prévenus, commissaire supérieur principal Lofimbo et Itambo. Maître Jean-Claude Moutombo, avocat au barreau de Kinshasa Matete, conjointement avec Maître Augustin Kaba du même barreau, Étienne Lombela du barreau de Congo central et de Kinshasa Matete, Yann Bissalou et Isaac Falanka, tous avocats au barreau de Kinshasa Matete, pour la prévenue, Angela Ni Wakazadi Nicole, Maître Patricia Nzita, avocat au barreau de Kinshasa Matete, conjointement avec Maître Jules Kiko du même barreau, pour les prévenus Nkouloumoué pour Guy. La partie civile, la société Chitouman Incorporation, comparée, représentée par son avocat Maître Banze Mukuta Nathan, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Vu les différentes remises ordonnées respectivement aux dates du 4, 11 et 18 août et du 8 et 22 septembre 2025, vu l'instruction de la cause faite à toutes ces audiences, oui, Maître Banze Mukuta Nathan, avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoiries, tendant à ce qui plaise à la Cour sous toute réserve, généralement quelconque, de dire établir en fait et en droit les dommages résultant des faits par lesquels les prévenus ont été reconnus coupables et les condamnés solidairement au paiement des dommages à intérêt de l'ordre de 100 millions de dollars payables en monnaie locale pour tout préjudice subi. Vu l'acte donné à la plaidoirie de la partie civile, avec promesse faite par la Cour d'en délibérer, oui, le ministère public, représenté par le colonel magistrat Limbaya Mombenzi Alpha, auditeur militaire supérieur, en ses réquisitions conformes, tendant à ce qu'il plaise à la Cour des séances de dire établi en fait comme en droit les préventions mises à charge des prévenus. Par conséquent, de les condamner comme suit. Pour le commissaire supérieur principal Lofimbo Lomboto, le condamné avec admission des circonstances atténuantes dues à son état de santé et du fait d'avoir servi la nation pendant plusieurs années, à 3 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes, à 3 ans de servitude pénale pour incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, le condamné à l'unique peine la plus forte, soit 3 ans de servitude pénale principale. Pour le prévenu commissaire supérieur principal, Itambo Mokolo François Franck, à 5 ans de servitude pénale pour incitation des militaires, à 3 ans de servitude pénale pour violation des consignes. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, le condamné à l'unique peine, soit la plus forte, 5 ans de servitude pénale. Pour le prévenu Angelani Wakazadi Nicole, à 5 ans de servitude pénale pour incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir à la discipline, et à 7 ans de servitude pénale principale pour vol qualifié. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, la condamnée à la peine unique, la plus forte, soit 7 ans de servitude pénale principale. Pour le prévenu commissaire Nkouloumoué pour Guy, à 3 ans de servitude pénale pour violation des consignes, à 7 ans de servitude pénale pour vol, à 6 ans de servitude pénale pour coups et blessures volontaires simples, et à 2 ans pour destruction méchante. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, le condamné à la peine unique la plus forte, soit 7 ans de servitude pénale. Les condamnés chacun au paiement des frais d'instance tels qu'ils seront tarifiés par le greffier, selon les tarifs en vigueur, payables dans le délai de 8 jours à défaut, subir 3 mois de contrainte par corps. Quant à l'action mue par la partie civile, la déclarer recevable et fondée et en faire droit. Vu l'acte donné au réquisitoire du ministère public, oui, le collectif des avocats de la défense et des prévenus, chacun à leur conclusion et plaidoirie, tendant à ce qu'il plaise à la Cour de dire non établi en fait comme en droit les préventions mises à charge de leurs clients. Par conséquent, les en acquitter et les renvoyer des fins de toute poursuite judiciaire. C'est déclaré incompétente quant à l'action en réparation mue par la partie civile. Mettre les fins d'instance à charge de la partie civile. Vu les
réplique et contre-réplique. Vit la parole accordée aux prévenus, en dernier lieu au cours de laquelle ceux-ci clament leur innocence et se rallient à la plaidoirie de leur conseil. Sur quoi, le président clôt les débats, la Cour prend la cause en délibéré et, à la majorité des voix des membres de sa composition, rend en séjour le présent arrêt. Vu la réouverture des débats, ordonnée à la diligence de la partie civile, la société Chitour Manning Corporation SAS, au fait d'entendre les déclarations de M. Munzenze, cité à titre de renseignant, et visualiser les images contenues dans une clé USB. À l'appel de la cause à cette audience, les parties comparaissent comme suit. Les prévenus assistés de leur conseil habituel, alors que la partie civile, la société Chitour Mining Corporation et SAS, représentée par son conseil habituel. Vu l'instruction des faits par la Cour, oui, les parties civiles Chitour Mining confirma ses conclusions, le ministère public confirma son réquisitoire et la Cour en a pris acte tout en promettant d'en délibérer. Oui, les prévenus confirma leur plaidoirie. Sur quoi le président clôt les débats. La Cour prend la cause en délibéré et, à la majorité des voix des membres de sa composition, rend en séjour le présent arrêt après la déclaration ultime des prévenus. Le président clôt à nouveau les débats. La Cour prend la cause en délibéré et, à la majorité des voix de ses membres, des membres de sa composition, rend en séjour le présent arrêt. En droit, quant à la forme de la saisine. Sur l'état de la procédure, la saisine de la Cour des séances à l'égard du commissaire supérieur principal Lofimbo Lomboto, commissaire supérieur principal Itambo Mokolo, commissaire Koulumwepu et Madame Angelani Wakazadi Nicole est justifiée par la décision de renvoi de l'autorité militaire supérieure prise à charge d'un chacun conformément aux dispositions des articles 214 et 215 du Code judiciaire militaire. En effet, au terme de l'article 214, alinéa 1er, les juridictions militaires sont saisies par voie de traduction directe ou sur décision de renvoi émanant de l'auteur militaire près la juridiction compétente. Pour sa part, l'article 15 dispose que l'officier du ministère public militaire est chargé de poursuivre les prévenus traduits directement ou renvoyés devant la juridiction militaire. Il leur notifie immédiatement la décision de renvoi. En l'espèce, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe est saisie par la décision de renvoi prise par l'auditeur militaire supérieur de Kinshasa-Gombe en date du 3 décembre 2024, renvoyant devant elle la prévenue préqualifiée pour qu'elle soit jugée. Les prévenus préqualifiés pour qu'ils soient jugés conformément à la loi. De la compétence de la Cour militaire, l'article 246, alinéa 1er du Code judiciaire militaire, dispose que, quelle que soit la manière dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie d'office ou sur réquisitoire sa compétence. De son côté, l'article 106 du Code judiciaire militaire dispose que sont justiciables des juridictions militaires les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et les assimilés. Cette disposition n'a fait que reprendre un principe constitutionnel tiré de l'article 156 de la Constitution qui prévoit que les juridictions militaires ne connaissent que des infractions commises par les membres des forces armées et de la police nationale congolaise. Il s'agit là de la règle générale de compétence qui devra être appréciée selon les cas en prenant notamment en compte soit la qualité de l'agent, compétences personnelles, soit en matière pénale où nous sommes, le taux de la peine, compétences matérielles, ou soit le lieu de la commission des faits, compétences territoriales. En effet, en ce qui concerne la compétence personnelle, il ressort de la lecture combinée des dispositions des articles 84 et 121 du Code judiciaire militaire qui dispose que le cours militaire connaisse au premier degré des infractions commises par les officiers supérieurs des forces armées congolaises. Ainsi, la Cour dira sa compétence personnelle établie à charge du prévenu Lofimbo Lomboto et Itambo Mokolo au regard de leurs grades respectifs, soit des commissaires supérieurs principaux. S'agissant du commissaire supérieur, du commissaire Koulumwepu, la compétence personnelle de la Cour militaire est tirée
de l'article 105 qui dispose que lorsqu'il y a pluralité de grades ou des rangs différents, il est tenu compte du grade et du rang les plus élevés. Quant à Dame et Angela Nwakazadi, une personne étrangère à l'armée, la Cour se doit l'obligation de justifier sa compétence. Dans le cas de sous-examen, la prorogation de la compétence est justifiée par la nature de l'infraction mise à charge de la prévenue. Quant à la compétence territoriale, bien que les faits sous-examen furent commis à l'Ikassi, dans le Haut-Katanga, la compétence de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe est justifiée par l'article 98 alinéa 1er du Code judiciaire militaire qui dispose que sont compétentes la juridiction militaire du lieu où une des infractions a été commise et celle du lieu où le prévenu aura été trouvé, ainsi justifiant d'office sa compétence. La Cour de Kinshasa-Gombe se dira compétente pour connaître de la présente cause, de l'exposé des faits. À la suite d'une note d'honoraire numéro 072 2024 devenue exigible, Maître Joël Boukassa obtiendra du premier président de la Cour d'appel de Kinshasa Matete en date du 19 avril 2024 l'ordonnance qui l'a convertie en un titre exécutoire et c'est conformément à l'ordonnance numéro 79 D28 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'État en son article 81 alinéa 5. Agissant en vertu de cet acte de ce titre exécutoire, ce dernier a approché le cabinet Mavouba et associé aux fins de procéder au recouvrement forcé de son solde de l'ordre de 2 401 605,60 dollars américains et 46 milliards 112 millions 11 507,55 francs congolais sur les avoirs de sa débitrice, la société Chituru Mining SAS. C'est dans ce contexte que Maître Ilunga Kisimba Ben avait, en date du 25 juin 2024, ordonné une saisie conservatoire qui l'a par la suite convertie en date du 30 août 2024 en saisie-vente des biens meubles corporels appartenant à la société Chituru Mining Corporation SAS. Que cette procédure fut couverte par des procès-verbaux, dont copie versée au dossier. Pendant que son collègue Angela Nwakazadi Nicole s'employait à l'évacuation des biens vendus, notamment 216 tonnes, soit 108 palettes de cathodes de cuivre, au prix de 1 555 200 dollars et 10 870 tonnes, soit 2338 big bags de 800 kg d'oxyde de cobalt au prix de 10 378 500 dollars, ainsi que 40 tonnes, soit 21 bottes de 35 pièces par botte d'anode de cuivre au prix de 220 000 dollars, qui jusque-là a été gardé par la société Chituru Mining SAS. L'auditeur supérieur du Haut-Katanga s'y opposera à la suite de l'injonction du ministre de la Justice que cette décision politique fut couverte par le président du tribunal de grande instance de l'Ikassi par une ordonnance prise en procédure d'urgence et c'est en vue d'amener les parties à la table des négociations. Ainsi, sur l'initiative du ministre de la Justice, il fut initié une commission mixte ad hoc chargée de l'assainissement du climat des affaires et de lutte contre la vie chère présidée par l'administrateur général de l'ANR. Qu'après moult tentatives de conciliation sous la médiation de cette commission, les parties, tout en reconnaissant le caractère irrévocable de la vente intervenue le 30 août 2024 sur une partie des biens saisis, ont opté pour un règlement à l'amiable de ces litiges. Ainsi, il a été irrévocablement convenu et arrêté ce qui suit. Article 1er. Le préambule fait partie intégrante du présent acte. Article 2. Les deux parties sous-signées s'accordent à régler à l'amiable le différend qui les oppose en mettant un terme à tous les litiges présents et à venir, notamment devant le parquet, cours et tribunaux civils et militaires, administratifs ou pénaux, devant les organisations professionnelles, dont le Conseil de l'ordre des avocats de la RDC,
les conseils de l'ordre des avocats de Kinshasa, Gombe et Matete. Article 3. En conséquence, les parties conviennent ce qui suit. Les sous-signés de premier part renoncent à la poursuite de la vente publique aux enchères des biens non encore vendus, composés principalement de l'outil de travail, que les sous-signés de second part récupèrent pour poursuivre la réalisation de son objet social. 2. Les produits des biens vendus, soit 12 153 700 $ américains, sera affecté à raison de 5 millions de dollars américains pour le compte de la Direction générale des impôts en paiement d'une partie des sommes dues par la sous-signée de seconde part à titre d'impôt à la différence, et la différence reviendra à l'avocat Mwamba du cabinet Pouloussi. 3. Le cabinet Hugues Pouloussi ECA s'engage à verser la somme de 5 millions dans les comptes bancaires de la Direction générale des impôts, Direction générale des DG, indiquera au nom et pour le compte de la société SMCO SAS au plus tard dans les 7 jours qui suivent l'évacuation des biens vendus des installations de la sous-signée de seconde part. 4. La sous-signée de seconde part accepte de laisser les acheteurs enlever les biens par eux achetés à la vente aux enchères. Article 4. Dès la sortie des biens vendus des installations de la sous-signée de seconde part, le sous-signé de première part devient débiteur vis-à-vis du fisc du montant de 5 millions de dollars. Article 5. Les parties s'obligent, chacun en ce qui la concerne, à déposer une copie du présent acte devant les instances judiciaires et ou administratives et à désister expressément de toutes actions encore pendantes. Article 6. La sous-signée seconde part accepte de se mettre autour d'une table sous la médiation de la commission ad hoc chargée de l'assainissement du climat des affaires et de la lutte contre la vie chère avec la Direction générale des impôts pour trouver un terrain d'entente sur la hauteur raisonnable du montant des impôts à payer au trésor public. Article 7. Les parties s'engagent à exécuter le présent acte transactionnel de bonne foi. Article 8. Le présent acte est signé conformément à l'article 591 du Code civil, livre 3. Chacune des parties pourvoira aux formalités notariales du présent acte à ses frais. Notarié le 8 novembre 2024, cet acte transactionnel a acquis la formule exécutoire à la suite de l'intervention du greffier qui a apposé les sceaux de la juridiction. C'est en vertu de cet acte transactoire que Maître Joël Mwamba Kapundi est revenu auprès de l'huissier de justice afin de poursuivre la procédure déjà enclenchée, c'est-à-dire l'évacuation des biens vendus vers la société adjudicataire. Ainsi, le 24 avril 2025, en compagnie des éléments de la PNC Leni Likasi, régulièrement requis par Maître Lunga Kisimba Ben, Maître Angela Niwakazadi Nicole effectuera une descente au site de la société de Bitrice Chitourman Corporation SAS afin d'évacuer les six biens rappelés vers la société Gilamit Holdings. Après le déplacement de 3 véhicules de minerais, l'auditoire supérieur du Haut-Katanga reviendra à charge pour s'opposer de nouveau, alors qu'il fit régulièrement notifier de l'acte transactionnel et la correspondance de l'actuel ministre de la Justice et garde du Sceau, daté du 10 septembre 2025, invitant toutes les autorités impliquées dans cette affaire à prendre chacune dans ses limites, dans les limites de sa compétence, les mesures nécessaires pour faciliter l'exécution de cet acte transactionnel. Tels sont les faits qui ont justifié l'arrestation de Maître Angela Niwakazadi, l'huissier de justice et des 3 officiers de la police, dont le commissaire supérieur principal, Lofimbo Lomboto, le commissaire supérieur principal, Itambo Mokolo, François Franck, et le commissaire Pouloumoué Pougui. Analyse des faits par la Cour. Il sera question ici de relever le point de divergence à travers les versions présentées par les parties
avant de s'engager, de dégager la position de la Cour. Point A, s'agissant de l'existence de la créance. Attendu que l'accusation conteste la validité de la note d'honoraire numéro 072/224. Et comme pour réconforter ses moyens, il s'appuie tantôt sur l'action disciplinaire dont a fait l'objet Maître Joël Mwamba Bokassa en sa qualité d'avocat conseiller de la société susmentionnée, tantôt sur la suspension de la procédure d'exécution forcée ordonnée par le ministre de la Justice. Pour la Cour, tout en faisant sien les moyens de la défense, qui estime que la note d'honoraire ayant acquis la valeur d'un titre exécutoire ne peut être révoquée unilatéralement. Elle note que cette conversion paraît conforme. Elle note plutôt que cette version paraît conforme à l'ordonnance numéro 79/D-28 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du Code des défenseurs judiciaires et du Code des mandataires de l'État en son article 81, alinéa 5. À ce titre, sa nullité ne peut être ni déduite de la sanction disciplinaire qu'avait subi Maître Joël Mwamba Bokassa, ni moins de la suspension, mesure politique ordonnée par les ministres de la Justice. Pareille démarche tirée de l'analogie ne saurait emporter la conviction du juge, d'autant plus que l'action disciplinaire est indépendante de l'action judiciaire, dont pourraient résulter les contentieux sur les honoraires, indique la Cour. Quant à la suspension de l'exécution d'un titre exécutoire, cette décision du ministre de la Justice, relayée par le tribunal de grande instance de l'ICASI, paraît contraire à l'article 151 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui consacre l'indépendance de la justice et l'interdiction faite à l'exécutif de s'opposer à l'exécution des décisions de justice. Étant nulle, cette décision politique ne saurait produire des effets juridiques. Quant à l'acte transactionnel, celui-ci résulte du compromis intervenu d'une part entre Maître Joël Mwamba, le créancier, et de l'autre, M. Antoine Gonda, pour le compte de la société de Beatrice Chituru Manning Corporation SAS, sous la direction d'une commission ad hoc dont fait partie l'auditorat. Il paraît inconciliant que ces derniers reviennent à charge pour en contester la validité. Dans ces moyens, l'accusation s'attaque tantôt au mandat de représentation de M. Antoine Gonda qui serait révoqué peu avant la signature de cet acte transactionnel par l'actionnaire majoritaire, tantôt du défaut d'homologation de l'acte transactionnel par les juges. S'agissant du mandat de représentation et de sa révocation, contrairement à l'accusation qui déduit l'invalidité de l'acte transactionnel à la suite de la révocation du mandat de représentation octroyé à M. Antoine Gonda, la Cour dira ces moyens irrélevants au motif tiré de la tardiveté. En effet, intervenu le 4 décembre, alors que l'acte transactionnel fut signé le 8 novembre 2024, soit 4 semaines plus tôt. Cette révocation ne saurait s'imposer au tiers de bonne foi, c'est-à-dire ceux qui l'ignorent. Ça, c'est l'article 546 du Code civil congolais, livre 3. Il en est de même, il en est notamment de M. Joël Mwamba, qui n'a jamais été notifié de cette révocation, ni moins encore du cabinet Mavuba et associés. Quant à l'homologation de l'acte transactionnel, cette démarche est attribuée au ministère public, tendant à subordonner la formule exécutoire de l'acte transactionnel de la procédure de son homologation à la procédure de son homologation par les juges. Et comme pour accréditer cette thèse, le ministère public s'appuie à tort sur l'article 49 de l'acte uniforme précité, qui ne parle nulle part de d'homologation d'un acte transactionnel notarié revêtu la force exécutoire, et dispose par contre que, en matière mobilière, le président de la juridiction compétente dans chaque État partie, ou les juges délégués par lui connaît de tout litige ou de toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire. Quelle économie tirée de ces dispositions légales? Que de l'économie tirée de ces dispositions légales, la Cour dira non fondée.
l'approche de l'accusation tendant à subordonner l'acte transactionnel à l'homologation du juge avant sa mise en exécution. Il s'agit, renchérit-elle, d'une confusion entretenue entre la transaction et l'arbitrage où est requise l'homologation du juge qui, par exéquatur, confère à la sentence arbitrale la force exécutoire. Quant à la réquisition de la force publique, la Légion nationale d'intervention, la question est réglée par l'article 29 de l'acte uniforme du 15 novembre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution qui oblige l'État de prêter son concours à l'exécution des décisions judiciaires et des autres titres exécutoires. S'agissant de l'utilisation des éléments de la LENI, celle-ci étant une réserve générale d'intervention de la police, elle a pour mission de renforcer les commissariats provinciaux lors des émeutes ou toutes les autres opérations de police. Là, nous tirons l'article 24 du décret numéro 13/017 du 6 juin 2013, déterminant l'organisation et le fonctionnement du commissariat général de la police nationale congolaise. Au terme de cette disposition légale, le commissaire provincial peut mettre cette unité en mouvement. Le prévenu Lomboto Lofimbo, ayant agi en qualité de commissaire provincial ad intérim, sa compétence paraît justifiée, indique la Cour. Il en serait de même pour les prévenus Itambo Mukolo Frank et Nkulumwepu. Bien que l'assistance portée à l'huissier de justice par les éléments de l'unité ne soit pas expressément énumérée parmi les missions de la LENI, l'incise notamment employée par le législateur à travers ces dispositions infère une énumération énonciative et non limitative, indique la Cour. Quant à l'agression de M. Zhu Ngwang, sujet chinois, administré par la société Chituru Mining, cette assertion fut apportée par l'accusation et comme pour réconforter sa version des faits, verse au dossier un document intitulé certificat médical. Contre ces moyens, la Cour ne saura mettre le coût à charge du prévenu Nkulumwepu à l'absence d'une preuve matérielle. La non-confrontation de la victime avec son agresseur et le défaut par celui-ci de comparaître devant la Cour ouvre la voie au doute. Dès ce qui précède, il y a des raisons plausibles pour la Cour de dire les faits sous-analysés non infractionnels. Et il paraît dès lors superfétatoire de se livrer à une discussion en droit. Par ces motifs. Autant code judiciaire militaire en ces dispositions pertinentes. Vu la loi numéro 024/002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, spécialement en ses articles 113 et 88. Vu le code pénal ordinaire livre 2 en ses articles 46, 79 et 81. Vu le code civil congolais livre 3 en son article 258. Entendu les parties civiles dans leurs conclusions, la défense entendue dans sa plaidoirie, les prévenus entendus dans leur dernière déclaration. Sur quoi le premier président clôt le débat, la Cour prend la cause en délibéré pour rendre à ce jour l'arrêt dont la tenue suit. À la question de savoir si les prévenus sont coupables des faits infractionnels mis à leur charge, la Cour, à la majorité des voix de ses membres et par scrutin secret et successif, a répondu par non. Par conséquent, les en acquittent et les renvoient des faits de toute poursuite. Statuant sur les intérêts civils, reçoit l'action mise par la partie civile Chituru Mining Corporation SAS. Cependant, ces réserves à statuer au fond pour incompétence. Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de ces mercredi 12 novembre 2025, à laquelle ont siégé
les colonels magistrats qui initiaient le premier président, les colonels magistrats Koulou Katenda, membres, les colonels Bongo Tamaka, membres, les colonels Iolobuna, membres, le commissaire supérieur principal de la police Akizimana, Christophe, membre, avec les concours au débat du ministère public représenté par les magistrats Limbaya Mumbenzi, auditeur militaire supérieur, et l'assistance du lieutenant-colonel Mouno Zakimouni, greffier du siège. Armand Pierre. Amen. Oh, bien. L'audience est suspendue pour des raisons physiologiques. Je me nomme M. Celestino Gracia Lokunda. Je suis le responsable, le DG de la société Julanit Holding, qui est des droits sud-africains, représenté en RDC par la société NKS, Fundi Kabi Service, qui est une partenaire à moi de longue date. J'ai voulu éclairer l'opinion concernant les dossiers de Chitoro, la société SMCO, Corporation Mining, par rapport à les dossiers que vous avez entendus, l'histoire plutôt que vous avez entendu concernant la vente aux enchères du 30 août 2024. Pour nous, c'est une grande expérience que nous avons connue dans ces dossiers. Parce que si je pouvais commencer à la genèse de l'histoire, c'est une vente publique qui a été publiée 15 jours avant la date du 30 août 2024. La publication de la vente, nous avons su qu'il y avait vente aux enchères au tribunal de grande instance de l'Ekassi. On a publié la vente par le cabinet Mavuba. Madame Christa, qui est la présidente de tous les huissiers au niveau de Okatanga. Nous avons vu la vente publiée comme tout le monde. Je crois que c'était passé à la radio, c'était passé, si je ne m'abuse pas, même à la télévision. Et quand nous avons su qu'il y avait une vente aux enchères de minerais, il y avait le minerai, il y avait l'hydroxyde de cobalt, la cathode, les anodes et également les engins qui ont été saisis par le cabinet Mavuba. Nous avons approché nos avocats pour aller vérifier l'authenticité, aller vérifier la véracité de cette vente aux enchères. Nos avocats ont pris le temps d'aller organiser une réunion pour vérifier l'authenticité des documents avec le cabinet Mavuba. C'est alors qu'on a compris l'historique de la vente, parce qu'on ne pouvait pas aller s'engager pour une vente aux enchères, connaissant tout ce qui s'est passé ou bien les réalités dans le secteur minier, sans pourtant faire ce qu'on appelle la due diligence, d'autant plus que Julanit Holding, c'est une société
Trader, une société trader qui est dans la vente des minéraux et d'autres commodities. Nos avocats ont pris tout leur temps d'aller visiter, de vérifier l'authenticité des documents. C'est alors qu'on a compris qu'il s'agissait d'un conflit entre les cabinets Joël Mwamba et la société Chitoro. On a présenté à mes avocats un jugement du parquet de Matete et aussi ils ont présenté les certificats de non-appel, les conflits qui opposaient Joël Mwamba et la société Chitoro. Et on a présenté aussi à mes avocats les étapes avant qu'il y ait la vente aux enchères. Il y avait d'abord premièrement une saisie conservatoire de biens avant que les cabinets arrivent à faire la vente aux enchères de minéraux. C'est-à-dire toutes les étapes ont été respectées chez nous. Voilà pourquoi nous étions très confortables pour aller se présenter le 30 août 2024 comme tout acheteur. Et au-delà de ça, quand nous sommes arrivés, nous avons constaté qu'il y avait, l'opposition, parce qu'on avait les huissiers avaient une grande opposition pour l'exécution de ces jugements. Je crois que nous étions là depuis 9h du matin, mais la vente aux enchères du minerai a été faite, si j'ai une bonne mémoire, c'était entre 13h, 14h si je ne me trompe pas, à 14h que la vente a été faite. Et quand la vente a été faite pour les lots de la cathode c'était 216 tonnes métriques, qui était l'équivalent de 108 big bag, 108 plutôt palettes. Il y avait 40 tonnes métriques pour les anodes, et pour les dossiers de cobalt, c'était 2238 big bags, l'équivalent de 1870 tonnes métriques. Nous avons gagné la vente aux enchères. La société Gilanite n'était pas la seule unique compagnie. Ces jours-là, nous étions plus de 100 compagnies qui se sont présentées. Nous avons concouru comme tout le monde, comme tout acheteur. Il y a même des vidéos que vous trouverez pour appuyer ce que nous sommes en train de dire. La vente était faite. Nous avons eu le PV comme l'adjudicateur. Et après avoir reçu le PV remis par l'agent de vente, Maître Ben, il y avait la première somme de 1 800 000 $ américains qui ont été déposés. Vous savez, c'était une vente aux enchères. Nous étions dans l'obligation de déposer d'abord la première partie de la vente, et le temps que nous étions en train de nous préparer pour aller exécuter, faire le montant qui reste au niveau de nos banques. Vous savez, comme je vous avais dit, c'était entre 14h, 15h. Nous avions déjà la logistique qui était préparée pour évacuer la marchandise dans l'enceinte des SEMCO. C'est alors que nous verrons premièrement les éléments de l'éditorat de Lubumbashi qui sont venus pour bloquer l'évacuation de la marchandise. C'est-à-dire, la vente qui a été faite ces jours-là, c'était juste la vente pour le minerai, mais tandis que la vente pour les engins qui ont été saisis par les cabinets, cette vente n'a pas été faite. Alors quand l'auditorat de
de Lubumbashi a bloqué la marchandise. Ils ont demandé qu'il n'y ait pas une évacuation de la marchandise. Nous sommes restés à Likasi à peu près 1 mois en train d'attendre aujourd'hui, demain, jusqu'à tel point que mon avocat recevra l'appel au 18 mois par monsieur Alex, le juridique de la direction générale de l'ANER, pour que la société Julanite en tant qu'indicateur puisse se présenter à l'ANER. Je voulais d'abord ouvrir une parenthèse. Quand la vente était faite, quand l'évacuation de la marchandise a été bloquée par l'auditorat, nous avons écrit au cabinet Mavuba. Nous avons expliqué notre mécontentement et savoir si on pouvait connaître quelle serait la raison au niveau de l'auditorat pour bloquer la marchandise. Parce que ils nous ont confirmé que toutes les étapes ont été respectées et les huissiers de justice exécutent les jugements pour les comptes du chef de l'État. Et pour nous, c'était une grande surprise en tant qu'entrepreneur de voir une marchandise qui est achetée, une vente qui est parfaite, mais de se retrouver dans la situation pour une marchandise qui est bloquée. Pour nous, c'était tellement très inquiétant. Mais nous avons compris qu'au-delà de tout, nous sommes dans un pays de droit et que nous devrions prendre toutes les dispositions possibles pour aller réclamer nos biens saisis par l'auditorat. C'est alors, là je ferme la parenthèse, c'est alors qu'on comprendra que je peux dire nous avons reçu l'appel de M. Alex de la direction générale de l'ANER qui a demandé à ce que l'indicateur que je suis, je puisse me présenter à la commission d'assainissement du climat des affaires et de lutte contre vie chère à l'ANER. Nous avons pris l'avion avec mon avocat, Maître Eric. Nous sommes allés à la direction générale de l'ANER et dès que je suis arrivé là-bas, j'étais identifié. Après, c'était vers 11 h que nous avons reçu. C'est vers 11 h que j'ai compris que c'était une réunion qui était déjà organisée. Et quand on nous appelle dans la salle de réunion, 15 minutes après, nous avons vu la présence de l'ex-ministre de la Justice, M. Moutamba. Il y avait la présence de l'IGF, il y avait un délégué plutôt de l'IGF, il y avait un délégué de la DEMIAP, de la DGI, il y avait la GESOM de l'ANER, M. Alex, il y avait moi avec mon avocat, il y avait aussi un avocat de Chituru, j'ai oublié encore son nom, il y avait aussi le cabinet de Joël Mwamba. Avant de commencer la réunion, M. Alex, si je ne me trompe pas, c'est Alex Mumba, devait premièrement donner les rapports de la commission au ministre de la Justice, ex-ministre Moutamba, qui était avec nous dans la commission. Et la commission a expliqué l'historique du conflit entre le cabinet Joël Mwamba et la société Semco Chituru. Ils ont expliqué comment Joël Mwamba a gagné. Il a gagné son procès devant les tribunaux et que Joël Mwamba, il y avait déjà un document les certificats de non-appel que Chituru ne pouvait pas aller encore devant les cours des tribunaux pour ces dossiers.
Et la commission a expliqué au ministre que la vente est parfaite. La vente du 30 août 2024, parce que là on est déjà au 10e mois, et que la commission a demandé au ministre de faire m'élever, de donner l'instruction au général Lekoulia qui était avec nous dans la commission pour que le dédicateur que moi je suis puisse récupérer les biens. Après, le ministre a pris sa parole, le ministre a pris la parole. C'est là qu'on comprendra que le ministre nous a dit qu'il avait, c'est bien lui qui avait donné l'injonction au général Lekoulia, parce qu'il avait reçu les appels des notables de Lubumbashi, qui avait un pillage au niveau de la société Chituru, qui avait pas mal d'informations. Mais nous avons compris ce jour-là que les ministres étaient ce qu'on appelle l'église au milieu du village, parce que le ministre a demandé au parti du cabinet Joël Mwamba, et le ministre a demandé qu'on puisse convoquer les responsables de la société Chituru pour que les partis se mettent autour d'une table par rapport aux biens saisis et par rapport aussi à la vente qui n'a pas été faite. Parce qu'au-delà de tout, la facture de Joël Mwamba, c'était 22 millions, quelque chose, 22 millions de dollars américains, mais il s'est fait qu'il y avait 10 millions de dollars pour les engins. La vente était de 12 millions 500 dollars américains. Et le ministre a demandé que les partis se mettent autour d'une table pour trouver un terrain d'entente. C'est dans ça que les ministres, on a convoqué les PCA de la société pour venir se présenter à la réunion. Et les ministres nous avaient donné 72 heures pour que la partie Chituru se présente à la commission pour trouver un terrain d'entente entre les cabinets et le cabinet Joël Mwamba et Chituru. Je crois qu'on a fini, même on avait fini la réunion, je suis allé saluer le ministre Moutamba juste en lui demandant si on pouvait prendre une photo avec lui. Il me dira non, grâce, je ne peux pas prendre une photo avec toi aujourd'hui, mais les jours que tu vas récupérer tes biens, tu viendras prendre une photo avec moi. On a fini et à l'issue de cette séance de travail, il y a l'acte transactionnel qui a été signé entre les partis Joël Mwamba et Chituru, sous la médiation de la commission d'assainissement des climats des affaires et de lutte contre les vies chères. Il y a l'acte transactionnel qui a été signé. Et cet acte qui a été signé entre les parties demande à ce que confirme d'abord que la société, le cabinet Mwamba, ne peut pas continuer encore à réclamer les biens saisis à l'équivalent de 10 millions de dollars américains, et on confirme dans l'acte transactionnel que la vente du 30 août dont ma société est à dédicateur incontesté et irrévocable, et on demande à la partie du cabinet de Joël Mwamba de verser 5 millions de dollars américains dans le compte de la DGI pour les comptes pour la société Chituru. L'acte était signé. Et quand l'acte était signé, on a demandé aussitôt que la marchandise est récupérée, l'acheteur aura 7 jours pour payer les 5 millions de dollars dans les comptes de la DGI. Et quand l'acte transactionnel a été signé, nous avons pris l'engagement d'écrire une lettre à la DGI que je vous montrerai. Nous avons écrit à la DGI pour demander que la DGI nous donne. Nous avons confirmé que les fonds sont disponibles dans un compte et que nous avons demandé à la DGI de nous donner le compte AMR où on devait déposer les 5 millions de dollars américains pour le compte de la société Chituru.
Et la DGI nous a répondu officiellement par rapport à notre demande. Et dans la lettre de la réponse de la DGI, Chituru a été mise même en copie. Et quand la société a été, le courrier devait être transmis à Chituru par un inspecteur de la DGI à Likasi, dans mes obligations, j'étais obligé d'aller aussi accompagner l'inspecteur. Et quand nous avons accompagné l'inspecteur à la compagnie Chituru pour la déposer cette lettre de la DGI, il n'y avait même pas, ils ont refusé. Comme d'habitude, ils ont refusé de réceptionner la lettre et l'inspecteur a écrit sur les documents qui avaient refusé de recevoir la documentation. Nous sommes rentrés. Et les huissiers sont allés récupérer les biens nous appartenant à la société Chituru. Et les huissiers, en partant pour la première fois, ils ont trouvé qu'il y avait une résistance. Comme il y avait une résistance, voilà pourquoi les huissiers, par notre mandat, étaient dans l'obligation, par rapport à ses responsabilités, de faire une réquisition pour demander la LENI. Et quand nous sommes allés récupérer la marchandise, le premier lot que nous avons récupéré, c'était la cathode, que nous avons récupéré, que nous avons reçu nous-mêmes dans nos entrepôts au niveau de Lubumbashi. Et nous étions obligés d'aller récupérer la marchandise qui reste. Parce qu'on a récupéré pour les premiers lots, on a récupéré la cathode, on a récupéré les anodes. Et nous étions dans l'obligation d'aller récupérer l'hydroxyde de cobalt. Et en partant récupérer l'hydroxyde de cobalt, c'est alors, c'était le 24 avril 2025, c'est alors que nous apprendrons qu'il y a eu une injonction du ministre Mutamba demandant à l'auditeur général d'ouvrir une enquête, d'arrêter et puis de ramener dans sa lettre où le ministre parle d'un pillage, qu'il y a un vol et que l'auditeur général était dans l'obligation d'aller récupérer la cathode et puis d'arrêter toute personne, tout auteur par rapport à cette évacuation de la marchandise. C'est alors que l'auditorat général, dans ses obligations, a arrêté les cabinets, a arrêté Maître Angelani des cabinets de Madame Christa. On a arrêté le colonel Lofimbo, l'inspecteur de la LENI provinciale. On a aussi arrêté les colonels Franck et un Ajida Nkulu à Likasi. Ils ont été arrêtés au niveau de l'auditoire de Lubumbashi. Et quand ils étaient arrêtés au niveau de l'auditoire de Lubumbashi, j'ai pris ma responsabilité. Pour moi, j'étais devant un fait accompli. C'était un challenge pour moi en tant qu'homme d'affaires. Devant des gens, vous avez l'acte transactionnel, vous avez l'acte de vente, vous avez une somme d'argent qui est déjà déposée et on vous apprend que non, le ministre de la Justice a donné une injonction pour les arrêter des gens. Alors, nous avons demandé l'audience pour rencontrer le général Koulia. Quand nous avons rencontré le général Koulia, j'étais accompagné avec mon avocat Maître Mabia Alapatien. Le général nous a reçus en présence du général Odon et en présence du général Kassongo. Et j'étais clair avec le général Koulia, je lui ai dit, mon général, j'étais avec vous dans la commission à l'ANER au 18 mois. Et dans cette réunion, après cette réunion, il y a toutes les autorisations que nous avons eues par rapport à l'acte transactionnel pour les récupérer les biens. Et au-delà de ça, nous avions même à notre disposition la lettre de la transmission de cet acte par la commission au ministre Mutamba. Mais je suis surpris, quand le huissier descend sur le terrain pour aller récupérer les biens, j'apprends qu'il y a encore une autre injonction du ministre Mutamba pour aller arrêter des gens. Et j'ai dit bien, j'étais clair avec l'auditeur général, je lui ai dit, mon général, avec tous les respects que je vous dois, si vous estimez qu'il y a vol, moi, je préfère être la première personne à être saisie dans votre bureau. Parce que ces gens-là sont allés récupérer les biens qui m'appartiennent et Chituru n'a pas qualité d'aller
parler du vol parce que sur le plan du droit, les produits n'appartenaient pas encore à la société Chitoro. Alors j'avais dit à l'auditeur général si il y a la première compagnie ou bien la première personne qui serait arrêtée, c'était moi. Parce que pour moi, Chitoro était considéré par ma compagnie comme un gardien, pas comme un propriétaire. Et pour nous, on trouvait qu'il n'y avait pas un motif valable et quelqu'un qui est considéré par ma compagnie comme un gardien et qui doit aller demander au ministre, parce que dans la lettre du ministre, quand vous lisez l'injonction du ministre, elle dit que j'ai été saisi à nouveau par le directeur de la société Chitoro, mais que je donne les injonctions pour qu'on puisse arrêter tous ces gens. Pour nous, on avait trouvé qu'il n'y avait pas une logique pour ça. Les Chitoro, pour nous, c'est un gardien qui garde nos produits que nous avons achetés. Et l'auditeur a donné ces injonctions pour qu'on puisse amener les détenus au niveau des Kinshasa. Ils sont venus et ils ont été entendus au niveau de l'auditorat. Et puis l'auditorat a envoyé ces dossiers au niveau du parquet, c'est-à-dire au niveau des tribunaux en fait, au niveau des tribunaux de l'auditorat général, c'est-à-dire l'auditorat supérieur en fait. Alors, moi, j'ai comparé au procès par l'assignation de la cour qui voulait être éclairée parce que Mme Angelani a posé les actes. Mme Angelani est allée récupérer les biens appartenant à la société Julanite, dont moi je suis le responsable, et que lui, le cour avait besoin de comprendre, d'avoir la lumière pour confirmer ou bien pour avoir la lumière en fait par rapport aux propos de Mme Angelani. Et nous avons reçu l'assignation, nous avons comparé devant la cour et nous avons expliqué l'historique devant la cour de la même façon que je venais de vous expliquer par rapport à la genèse. Une chose, c'est devant la cour que je comprends le vol selon notre entendement et le vol selon la société chinoise. C'est-à-dire pour nous, nous avons compris que les vols, nous avons entendu que les vols, ce n'est pas le fait que nous avons pris les biens, mais c'était dans l'interprétation. C'est à la cour là que je comprends maintenant, parce que je n'arrivais pas à comprendre que, bon, c'est comment il y a une vente aux enchères, il y a la transactionnelle, nous avons que la DGI, et après on nous dit qu'il y a vol. Et quand la partie civile, les maîtres, l'avocat de la compagnie Chitoro et le ministère public a pris la parole, c'est là que j'ai compris que le vol pour Chitoro s'est basé sur 3 éléments. Le premier élément, la vente aux enchères a été faite le 30 août 2024. Mais là, devant la cour, on nous a brandi, la partie civile a brandi une lettre du président de la grande instance délicacée, M. Claude, président Claude, et cette lettre est du 29 août 2024 où le président s'adresse au cabinet Mavouba demandant la suspension de la vente, alors que il y avait les 15 jours de publication et il n'y avait pas un autre jugement contraire pour bloquer les jugements que les huissiers détenaient. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire, nous avons vu, ils nous ont présenté, et au-delà de tout, la lettre du président des grandes instances de l'ECACI n'avait même pas une accusé de réception où il a demandé qu'il y ait la suspension de la vente. Il n'y avait même pas
une accusé de réception. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième argument, selon la partie civile, ils disent l'acte transactionnel qui a été signé, parce que l'acte transactionnel qui a été signé, c'est lui que l'actionnaire majoritaire qui est en Chine, il avait donné un mandat à M. Antoine Ngonda. Il avait le mandat de l'actionnaire pour poser les actes. Et ils relèvent, ils disent, M. Antoine Ngonda, par rapport aux actes posés, il a posé les actes et après avoir posé les actes, ce mandat-là lui a été, les mandats d'Antoine Ngonda lui a été retiré. C'est-à-dire le fait que M. Antoine Ngonda a posé les actes par rapport au mandat qu'il avait reçu, après, je ne sais pas pour quel motif, et ce mandat-là a été annulé, automatiquement même l'acte, les actions, ou bien les actions que M. Antoine Ngonda avait posées, automatiquement pourraient se tomber. C'est-à-dire, pour eux, automatiquement, l'acte transactionnel n'avait aucun sens pour eux parce que les mandats d'Antoine Ngonda étaient annulés. Et puis, ils disent aussi que non, M. Joël Mwamba, il a été radié du fait que M. Joël Mwamba a été radié, automatiquement, ses honoraires tombent. Mais ils oublient que M. Joël Mwamba, par rapport, le conflit des honoraires précède la radiation de M. Joël Mwamba. C'est-à-dire pour eux, du fait que M. Joël Mwamba est radié, automatiquement même sa facture des honoraires tombe. C'est là que je comprends les interprétations en fait de Chitour. Et pour eux, comme Chitour continuait à payer ses impôts, et qu'il n'y avait pas, pour eux, il n'y avait aucune logique d'aller récupérer la marchandise. Le fait de récupérer la marchandise constitue pour Chitour comme un vol en fait. C'est pourquoi vous verrez dans l'une de nos audios, dans l'une de nos vidéos, quand le ministère public me demande la question si je pouvais être considéré comme receleur devant la cour, parce que Mme Angelani est poursuivie pour vol et que moi j'ai confirmé devant la cour qu'il est bien que Mme Angelani a pris les 3 tracts là, nous avons réceptionné ces tracts dans nos entrepôts à Lubumbashi et que je réponde si je pouvais être considéré comme receleur. J'ai juste posé une question au ministère public qui n'avait jamais répondu jusqu'aujourd'hui. C'était de me montrer réellement si l'acte que j'avais dans mes mains n'était pas authentique. Et le ministère public n'a jamais démontré que l'acte que j'avais dans mes mains n'était pas authentique. Et au-delà de ça, comment est-ce que ma compagnie pouvait être considérée ou bien considérée comme un receleur aussitôt que l'État congolais, dans l'acte transactionnel qui était signé le 8 novembre 2024, où on demande au parti, on demande au cabinet Joël Mwamba de déverser 5 millions de dollars américains dans les comptes de la DGI pour Chitour. Mais le fait maintenant de les récupérer, cette marchandise, pour que 5 millions de dollars américains puissent être déposés dans les comptes, et on considère ça comme un vol. Pour nous, on était dans quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre. Vous avez une vente aux enchères qui a été arrêtée, il y a le premier versement qui a été donné, il y a la transaction qui a été signée. Après la transaction, nous avons été à la DGI nous a répondu. Et puis, quand maintenant nous partons, quand les huissiers partent pour aller récupérer les biens appartenant aux éducateurs que nous sommes, automatiquement, les huissiers avec les policiers sont arrêtés. Pour nous, c'était très difficile. Mais au-delà de tout, nous avons compris que les chefs de l'État, dans sa lutte contre la corruption et aussi l'injustice sociale, et aussi l'injustice que nous trouvons dans les secteurs miniers, nous comprenons aujourd'hui que nous sommes réellement dans l'état de droit, parce que depuis hier, les 12 novembre,
2025, la Cour a rendu le verdict. Madame Angelani est acquittée. Et les policiers, le colonel Lufimbo plutôt est acquitté, mais colonel Franck et Agida, tout le monde est acquitté. Là, pour nous, c'est une immense joie de comprendre qu'au-delà de tout, l'État congolais nous a remis dans nos droits. Et nous continuons encore à soutenir la justice congolaise dans ces démarches pour des sociétés qui savent qu'ils sont lésés, parce que droit, il est droit quand vous savez comment les réclamer. Et nous avons combattu le bon combat, nous avons réclamé nos droits, et aujourd'hui, nous continuons à l'évacuation de nos biens. Et je profite pour nous de l'occasion de remercier tout le monde qui a été avec nous. Ça n'a pas été facile pour nous. C'était un moment, on a traversé un moment très difficile, mais on comprend aussi en tant qu'entrepreneur, avoir aussi la responsabilité derrière nous, en tant que Julanite, les responsables des CEO, les responsables de la société Julanite. Et au-delà de tout, ils sont libres, ils peuvent évacuer à leurs activités sans problème, et nous rassurons à tous nos partenaires au niveau international, parce que cette histoire a créé une psychose. Non, la société Julanite, en complicité avec la société NKS de ma partenaire, Madame Nadine Kabi, et les huissiers et les policiers, nous sommes allés, nous avons pris un produit qui est volé. Nous rassurons à tous nos partenaires que le produit appartient à la société Julanite, à la société Julanite, et que nous partons pour aller récupérer la marchandise, même jusqu'au dernier consommateur. Nous vous rassurons que vous n'aurez jamais de problème par rapport à ça. Et je profite aussi de l'occasion pour encourager les entrepreneurs. Il y a des jeunes aujourd'hui, j'étais devant la cour, nous encourageons des jeunes qui entrent aujourd'hui dans le monde des entrepreneuriats. Ce n'est pas facile, vous serez buté à des challenges, hein. Vous direz buté à des difficultés par un contrat commercial. Quand vous entrez dans un deal, vous entrez dans une transaction, vous entrez dans un marché, pas vous entrez dans un marché, mais pour un marché que vous venez de retrouver, tu t'es fait des millions, tu t'es fait des idées dans la tête que je peux avoir des millions comme bénéfice et consorts, mais il ne faut jamais oublier que dans l'entrepreneuriat, tout peut arriver. Tout peut arriver. Si vous n'avez pas les nerfs, vous ne pouvez jamais faire l'entrepreneuriat. Mais si vous savez que c'est de ce que j'ai aujourd'hui, je peux me présenter devant les autorités, n'ayez pas peur. Mettez-vous en tête, si vous avez une conviction que le droit est de votre côté, battez-vous jusqu'à la dernière énergie pour que vous entrez dans vos droits. Aujourd'hui, moi, je suis un témoin. Je suis un témoin pour l'état des droits. J'encourage encore Madame Angelani, si je ne me trompe pas, la dame a dû faire 6 mois en prison. Ça n'est pas facile. Et être loin de la famille, le colonel Lufimbo avec la famille, le colonel Franck, et toutes ces familles-là, nous disons que nous sommes de cœur avec vous. La société Julanite vous soutient. La société Julanite est derrière vous, on vous soutient, vous avez notre amour, nous sommes là pour vous réconforter par rapport au moment que vous avez passé. Et à tout le monde, il y a des gens qui nous ont soutenus, il y a des gens qui étaient derrière nous, qui nous ont donné la force. Prenez courage, n'abandonnez pas, prenez courage, n'abandonnez pas. Aujourd'hui, je suis dans mes droits. Je suis dans mes droits. Et pour nous, c'est un grand témoignage comme on dit en anglais, never give up. Ne jamais abandonner. Si vous savez que les droits est de votre côté, battez-vous pour ça. Et un jour, vous verrez, comme on dit, la vérité finira par triompher. J'ai béni aussi, je profite de l'occasion pour saluer mon épouse, mes enfants, mes avocats, tout le monde, tous les héros dans l'ombre. Je vous dis merci.
droit et finance, droit et finance, droit